Chaque année, les assises du CNAEMO se terminent en donnant la parole à une personnalité susceptible de nous proposer de décaler le regard, de bousculer encore un peu nos idées reçues. Et cette année, nous avons confié ce rôle à Philippe Chagnal, maître de conférences et sociologue, secrétaire de la revue du MOS, le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales. La thématique de son intervention, donner aux pauvres, théorie du don, protection sociale. Merci. Merci. Et donc, on a juste l'heure. Hein. Ouais. On garde 40 minutes d'intervention, autrement... Hein. Je vous remercie. Bon, je dois vous dire d'abord que je suis très heureux d'être ici, pas simplement d'être à Narbonne, ville pour laquelle j'ai des attachements tout particuliers, mais d'avoir l'occasion de discuter avec des travailleurs du social. Voilà, c'est toujours des moments importants pour un sociologue. Et puis j'ai été vraiment frappé non seulement par la qualité de l'accueil, mais aussi la qualité des liens que vous nouez au sein de cette structure. Donc voilà, j'avais envie de vous le dire. Cette intervention, je la conçois en partie en complément de celle de Dominique Sistache qu'on a pu entendre tout à l'heure. En fait, Dominique Sistache vous a proposé de lire la protection sociale en chaussant les lunettes du droit, les lunettes du pouvoir. Moi, je voudrais vous faire une proposition un peu différente, un peu incongrue, un peu plus difficile d'un certain point de vue du moins à justifier. C'est de vous inviter à chausser les lunettes du don pour porter un autre regard sur la pauvreté, sur les enjeux de l'aide sociale et de la protection sociale. Alors j'avais prévu d'apporter ces lunettes et d'en distribuer à chacun d'entre vous, mais manifestement vous êtes si nombreux qu'on aurait fait exploser le budget, donc voilà, on va avancer comme ça sans prothèse. Vous devrez me suivre et j'espère que je ne vous perdrai pas en route. Alors, aborder les questions de pauvreté en clé de don ou avec les lunettes du don, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que on pourrait reconnaître, oui, au cœur de l'aumône chrétienne, on donnait aux pauvres, mais aujourd'hui, il n'est absolument pas question de donner aux pauvres. Il s'agit avant tout de faire respecter, de mettre en œuvre au mieux un certain nombre de droits. Et pas seulement, on l'a vu, c'est aussi contrôler les pauvres, etc. Donc, dans ce cadre, il faudrait que j'essaie de justifier un petit peu comment on peut porter ce regard-là un peu incongru. Mais ça suppose, et c'est ça le premier moment de mon propos, de tenter de redéfinir le don et du moins d'essayer de préciser ce que le don n'est pas. Et je crois qu'il n'est pas deux choses. Il n'est pas la charité, il n'est surtout pas la charité. Et puis également, il n'est pas l'échange, il n'est pas le donnant-donnant. Et ce que je vous dirais là a pour arrière-plan, en grande partie, ce qui a été évoqué dans la première intervention, c'est le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire ce basculement d'un modèle du welfare avec ses imperfections. Mais lorsqu'on l'observe avec la distance, on pourrait considérer qu'on risque de perdre beaucoup. Basculement d'une logique du welfare à une logique du workfare, du work first, c'est-à-dire à une logique qui est celle du donnant-donnant, justement, c'est-à-dire d'une sorte de réduction de l'aide sociale à une logique d'échange, où chacun doit donner, chaque revenu ou chaque bénéfice dont on peut faire l'acquisition doit se payer en quelque sorte de contrepartie. On est en train de rentrer dans une sorte de gigantesque comptabilité en quelque sorte de l'aide sociale. Et c'est peut-être pour ça que réfléchir en termes de dons peut nous permettre de bouger quelques lignes. Et c'est l'invitation que je voudrais vous faire. Alors, première mise au point, le don n'est pas la charité. Bah oui, il faut le dire parce qu'il y a une histoire qui pèse lourd sur nos épaules. Cette histoire, c'est 2000 ans de christianisme qui fait qu'on a cette fâcheuse tendance à considérer le don à travers ce modèle d'un don pur, à travers ce modèle d'un don unilatéral, le don de grâce, ce don de Dieu qui serait dépourvu de toute perspective de retour. Une sorte de don sublime, de don qui ne réclame rien, qui ne doit jamais être retourné. Et c'est dans ce cadre-là qu'on identifie un peu vite le don et la charité. Alors comment questionner et remettre en cause cette identification du don à la charité ? Je vais prendre paradoxalement un exemple religieux, celui de la fondation d'Emmaüs par l'abbé Pierre. Quelques éléments très simples. On croit souvent, on le dit souvent, que Emmaüs a été fondé dans ce terrible hiver 54, suite à l'appel de l'abbé Pierre. Mais lorsqu'on se réfère aux mémoires de l'abbé Pierre,
qui était un drôle de personnage, il réinvente beaucoup l'histoire, il essaye de raconter un mythe fondateur, il nous dit autre chose. Mais peu importe la vérité de l'événement, ce qui m'importe, c'est l'histoire. Et l'abbé Pierre dit que voilà, Emmaüs n'a pas été fondé en 54, mais 5 ans plus tôt, en 49, au moment d'une rencontre. Cette rencontre, c'est celle entre l'abbé Pierre et une personne qui vient le voir, désespéré, première tentative de suicide. Cet homme, c'est un ancien bagnard, parricide, et il va à la rencontre de l'abbé Pierre pour lui demander de l'aide. Et voilà ce que l'abbé Pierre consigne dans ses mémoires. Il dit « Sans réflexion, sans calcul, j'ai fait pour ainsi dire le contraire de la bienfaisance. Au lieu de dire « Tu es malheureux, je vais te donner un logement, du travail, de l'argent », je lui ai dit « Je n'ai que des dettes. Et puisque tu veux mourir, puisque tu n'as rien qui t'embarrasse, est-ce que tu ne voudrais pas me donner ton aide pour aider les autres ?» Et l'abbé Pierre ne peut pas s'empêcher d'évoquer cette scène comme une scène de miracle, un moment de grâce. On est dans un registre chrétien. Et je vis alors son visage s'illuminer. Et il rappelle également que ce compagnon, avec qui il va animer Emmaüs, lui confiera à la fin de sa vie ces derniers mots. Et il lui aurait dit, toujours dans ce mythe fondateur, « N'importe quoi que vous m'auriez donné, j'aurais recommencé à me tuer, parce que ce qui me manquait, ce n'était pas seulement de quoi vivre, mais des raisons de vivre. » Il me semble que dans cette parabole, on pourrait dire, de l'abbé Pierre, l'essentiel est dit, c'est-à-dire qu'on y voit ici la dimension paradoxale du don. Dans le cas de l'abbé Pierre, vous voyez bien cette situation, pour donner à celui qui demandait quelque chose, pas mal de choses, un logement, du travail, de quoi vivre, de quoi manger, eh bien, l'abbé Pierre nous dit, il ne fallait pas donner. Pour donner à celui qui demandait, il ne fallait pas donner. Ou du moins, il fallait donner autre chose, donner peut-être le plus grand des présents. Et ce plus grand des présents, c'était la reconnaissance. Et justement, en manifestant cette reconnaissance, en manifestant cette confiance, susciter chez celui qui demandait à recevoir, le désir de donner. C'est-à-dire le désir d'être à son tour un donateur, de ne pas être simplement un receveur. C'est un point essentiel. Si on veut essayer de comprendre un peu ce qu'est le don, dans le don, on pourrait dire qu'il ne s'agit pas de donner pour recevoir, encore moins donner pour rendre, je vais y revenir. Mais dans le don, on donne pour que l'autre donne à son tour. Et ça, c'est important parce que ça permet de comprendre que le don, ce n'est pas simplement un geste avec la dimension des sentiments qui y sont engagés. Le don, c'est avant tout une relation, avant tout un cycle, avant tout une danse. Vous connaissez peut-être l'allégorie des 3 grâces, ces 3 femmes qui se tiennent la main. C'est justement une belle allégorie du don. Et on pourrait dire que dans cet exemple, l'abbé Pierre invite en quelque sorte ce bagnard à entrer dans la danse du don. Seconde mise au point nécessaire pour la suite de mon propos, si le don n'est pas la charité, de la même façon, le don n'est pas non plus l'échange. Je pense que vous avez ça en tête. Lorsqu'on parle de don, on met souvent en valeur l'idée selon laquelle au don premier doit succéder un contre-don. Cette idée, Marcel Mauss, l'auteur de l'essai sur le don, la pointe bien en disant oui, dans le don, il y a une triple obligation: donner, recevoir, rendre. Mais si au don doit répondre un contre-don, on voit bien que ici, on est bien dans un dispositif différent de ce don unilatéral que constitue la charité, mais on est tenté de dire, voilà, si au don répond un contre-don, le don c'est donnant-donnant. Bref, le don c'est une forme de contrat, c'est une forme d'échange au sens de l'échange économique. Il y a là une autre confusion qu'il faut absolument éviter. Dans le don, oui, il y a une obligation de rendre, le fameux contre-don, mais elle a un statut tout à fait particulier. Elle n'est pas juridique, elle n'est pas sanctionnée par des règles explicites. Elle est avant tout morale. Et paradoxalement, c'est pour ça que le don nous invite à questionner tout un ensemble d'oppositions. Le désintéressement, l'intérêt, la liberté, l'obligation, tout ça est mêlé, on va le voir. Cette obligation, elle est indissociable également, paradoxalement, d'une certaine liberté. Cette fluidité du don, on peut l'exprimer comme ça, à travers 3 idées. Première idée, celui qui donne, le donateur, ne sait pas nécessairement, n'est pas assuré d'un retour. Il prend donc un risque. Il y a toujours un risque dans le don. Donc, en ce sens, le don relève d'un pari. Il n'y a pas de certitude, de garantie qu'il y aura un retour. De même, seconde idée, le donateur ne sait pas à quel moment il y aura retour. Donc, il n'y a pas simplement un risque, mais il y a aussi une attente. Et le temps est fondamental dans le don.
Si vous devez vous installer dans un nouvel appartement, une nouvelle maison, et puis voilà, vos voisins vous invitent pour faire connaissance, comme on dit. Si vous rendez immédiatement, le lendemain ou même la semaine suivante, cette invitation, eh bien, cela peut signifier, par le fait d'un temps très très court, qu'au bout du compte, vous n'avez pas envie que la relation s'établisse dans la durée. Vous payez votre dette, voilà, vous m'avez invité, je vous invite, maintenant on est quitte, on n'en parle plus. La question de l'attente, elle est fondamentale. Et enfin, troisième élément, autre composante fondamentale, c'est le caractère indéterminé de ce qui sera rendu en retour. Le don n'exige pas systématiquement que le même bien ou un bien équivalent, justement, soit rendu. Donc il y a du risque, il y a de l'attente, mais il y a aussi de la surprise. Et c'est en ce sens-là que le don s'oppose à la logique de l'échange marchand, qui lui est du côté du donnant-donnant, qui renvoie à la logique du contrat. Dans le contrat, je ne donne qu'à condition que l'autre rende, avec une garantie juridique, une stipulation très précise dans les clauses mêmes du contrat, pour éviter tout risque, trop d'attente et toute mauvaise surprise. Voilà, c'était ces deux points que je voulais évoquer pour clarifier un petit peu la notion de don telle que je l'entends à la suite de Marcel Mauss. Bon, vous allez me dire en quoi tout cela peut-il nous aider à penser la protection sociale et la question de la pauvreté. Essayons d'avancer progressivement, d'abord par une sorte de vue panoramique. Voilà, en chaussant ces lunettes du don, qu'est-ce qu'on voit, comment on voit les pauvres, comment on voit la pauvreté et comment on voit l'aide sociale. D'abord, première chose, c'est important pour moi dans l'argumentation que je vais vous présenter, grâce à ces lunettes, on voit la société un peu différemment que lorsque, par exemple, on chausse les lunettes du pouvoir ou les lunettes de l'intérêt. Comment on voit une société ? Eh bien, une société, qu'elle soit composée de 2, 3, 4, 10, 60 millions de personnes, c'est quoi ? C'est avant tout un ensemble d'individus, de groupes, qui entrent en relation les uns avec les autres à travers des prestations qui passent de main en main, des biens, des choses, des services, des paroles, des symboles. En un mot, une société, du point de vue du don, c'est avant tout un monde de relations, un monde où ça circule en quelque sorte, où ça passe de main en main. Moi, j'ai tendance à voir les choses comme ça. Je ne vois pas des personnes séparées, je vois des choses qui circulent entre elles, etc. Une fois qu'on a dit ça, on peut aborder la question de la pauvreté d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que dans ce monde de relations, qu'est-ce qui définit le pauvre, les pauvres ou la pauvreté ? Eh bien, dans ce monde de relations, la pauvreté, elle ne se définit pas avant tout comme un état, le fait d'être démuni d'un certain nombre de ressources. Elle se définit bien davantage comme une forme de relation. La pauvreté définit dans ce monde de relations une forme de relation. Cette relation, c'est la relation d'aide. Cette relation, c'est la relation de secours. Ce qui circule, ce sont des formes d'aide très très variées, bien sûr. Ce sont des formes de secours. On pourrait le dire dans les termes du sociologue allemand Georg Simmel, les pauvres, ce sont ceux qui sont ou devraient être secourus, ceux à qui on donne ou devrait donner, ceux qui reçoivent ou devraient recevoir des secours, quels qu'ils soient, selon les normes en vigueur. Et donc, dans cette perspective, vous le voyez bien, c'est la relation d'aide, c'est la relation de secours dans toute son ambiguïté, et je vais largement mettre l'accent là-dessus, qui définit le pauvre. On pourrait dire, donc, de ce point de vue-là, on a évoqué la question tout à l'heure, les pauvres ne sont pas des exclus, au sens où ils ne sont pas totalement out, par le fait d'être ou de devoir être secourus, ils restent membres de la société, même s'ils en constituent en quelque sorte la dernière strate, la strate la plus fragile. Ils ne sont pas totalement out, mais en même temps, ils ne sont pas totalement in. Ils ne sont pas totalement comme les autres. On peut le dire ainsi, être pauvre et rien que pauvre, du moins dans le regard de la société, c'est ne pouvoir être défini par elle autrement, justement, que par le fait d'être pauvre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre statut que celui d'être assisté. Et donc, cette relation tout à fait particulière, à l'évidence, elle est stigmatisante. Ce sont les fameux assistés, ce sont ceux qui reçoivent de la collectivité sans rien donner. Et puis rapidement, ce seront les profiteurs du système, ce seront rapidement ceux qu'on désignera comme des parasites auxquels on doit faire la chasse. Et vous le savez, la chasse est ouverte et de plus en plus.
À partir de cela, il me semble, pour poursuivre ma réflexion, qu'on peut formuler en ces termes la question fondamentale, me semble-t-il. On pourrait dire l'aporie, la difficulté constitutive de l'aide aux pauvres. Comment être secouru face à la misère, face au chômage, à la maladie, à la détresse du vieillage, sans être stigmatisé. Être secouru sans être stigmatisé. Ou on peut le dire un peu autrement, pour que cette relation si particulière, parce qu'elle est asymétrique fondamentalement, pour que cette relation si particulière, la relation d'aide ou de secours, puisse faire lien, eh bien, elle doit répondre aux deux exigences constitutives du lien social. Et je les énoncerai comme ça. Deux exigences constitutives, pouvoir compter sur les autres, sur la société. L'idée d'étayage que vous reprenez souvent, pouvoir compter sur, et en même temps, pouvoir compter pour quelque chose et pas pour rien. Dimension de protection d'abord, et en même temps, dimension de reconnaissance. Et donc, voilà, l'une des questions fondamentales, peut-être la question fondamentale de l'aide sociale et de la protection sociale, on peut la reformuler encore comme ça. Comment être protégé, pouvoir compter sur les autres, sur la société, tout en étant contenu, pouvoir compter pour les autres. Et c'est ici que les petits développements initiaux que je vous ai proposés sur la question de la charité, sur la question de l'échange, peuvent prendre leur sens. Revenons sur la charité. Si la charité, ou au-delà de la charité, ce qu'on appellera la bienfaisance, ou même l'assistance, si elle peut être blessante, stigmatisante, justement, c'est parce qu'elle met en mouvement, elle initie un don unilatéral, asymétrique. En ce sens, on pourrait dire qu'elle manifeste une générosité, mais qui est une générosité sans réciprocité. Bref, on pourrait dire ici, d'une façon tout à fait banale, que la protection, elle est source de dépendance, elle n'est pas source de reconnaissance. Celui qui donne, il se donne le beau rôle en quelque sorte. Celui qui donne, il se grandit par son don. Et celui qui reçoit s'en voit d'autant rabaissé. C'est d'ailleurs toute l'ambivalence du merci, du remerciement, qui veut dire en même temps « je suis à votre merci », ça veut dire « je suis votre obligé », en quelque sorte. Donc on pourrait dire, voilà, si on pense l'aide sociale à partir de ce modèle de la charité, on rentre dans ce système d'un don unilatéral qui écrase son bénéficiaire, cette protection sans reconnaissance ou cette générosité sans réciprocité. Donc on est tenté de dire, voilà, comment penser mettre en œuvre l'aide sociale, non plus par ce modèle charitable, il faut refuser une telle asymétrie, et donc l'aide aux pauvres doit être pensée au contraire, à l'inverse, dans le registre de l'échange. C'est l'argument libéral. C'est l'argument libéral, pour le dire très très vite, et avant de le critiquer, c'est un argument qui n'est pas sans profondeur. Le libéralisme, c'est avant tout une philosophie de la liberté. Et cette philosophie de la liberté, elle repose sur la haine de la dépendance. Être libre, c'est n'être assujetti à personne. Justement, pour être un sujet, il faut n'être assujetti à personne. D'où, dans le registre libéral, et très tôt, dès la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, cette injonction aux pauvres à céder eux-mêmes. Comment? Par le travail, comment? Par l'épargne, comment? Par la prévoyance. C'est ce discours de la responsabilité. Et puis c'est également, dans ce modèle libéral, sa prédilection pour l'assurance. Mais on voit bien ce que signifie l'assurance. À travers l'assurance, il s'agit en quelque sorte de se créer soi-même des droits. C'est-à-dire que ce que je reçois, lorsqu'un risque se réalise, je suis malade, je suis au chômage, etc., ou j'atteins le vieil âge, ce que je reçois, je ne le dois qu'à moi-même, à mon comportement prévoyant, au paiement de ma prime, au paiement de ma cotisation, etc., etc. Alors, d'un certain point de vue, c'est un modèle séduisant et qui a séduit, puisqu'il fait l'économie des ambivalences fondamentales de la générosité, telles qu'on peut les percevoir à travers ce modèle de la charité. Mais à y regarder de bien près, on voit que ce modèle est d'une extrême violence. Car qu'est-ce qu'il nous dit en quelque sorte? Deux choses. Ou bien chacun reçoit l'exact équivalent de ce qu'il donne, alors c'est l'échange, principe d'équivalence, donnant, chacun n'a ce qu'il mérite. On a évoqué tout à l'heure la question du mérite. Ou bien, il y en aura qui recevront plus qu'ils ne donnent,
Et ceux qui reçoivent plus qu'ils ne donnent, qui sortent de l'équivalence en quelque sorte, ce sera ce que l'on désigne sous le nom d'assistés, ce sera ce que l'on désigne sous le nom de parasites. Et on pourrait dire que le modèle libéral, qui fait un retour fracassant aujourd'hui, c'est pour ça aussi que je veux l'évoquer, c'est ce doublé en quelque sorte, ce qu'on appelait au XIXe siècle l'échangisme, en un sens un peu différent du sens qui est le nôtre aujourd'hui, primauté de l'échange, donnant, et puis le double de l'échangisme, c'est la critique et c'est la chasse au parasitisme. Et on a évoqué, j'y reviendrai tout à l'heure en conclusion, le workfare, il nous dirige vers une configuration comme celle-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'échangisme parfait, ce serait quoi? Pour les uns, l'assurance et la prévoyance, plutôt privée, et non pas le modèle de l'assurance sociale. Et puis pour les autres, le travail obligatoire, le travail d'utilité sociale, l'exigence de contrepartie comme seule justification des aides perçues par la société. Dans ce contexte-là, et c'est à partir de ce contexte que j'essaie d'avancer ma réflexion, la théorie du don, surtout si on la mobilise dans un détour historique, par l'histoire longue du gouvernement de la misère, il me semble que la théorie du don peut être particulièrement fructueuse. Parce que qu'est-ce qu'elle nous apprend? Eh bien, elle nous apprend que l'histoire de la protection sociale, elle est telle qu'aucun système d'aide sociale n'a pu s'instituer durablement, n'a pu soutenir cette double exigence, à la fois de protection et de reconnaissance. Eh bien, elle n'a pu le faire en s'appuyant exclusivement soit sur ce principe comptable, utilitaire, la réciprocité du donnant-donnant, l'exigence systématique de contrepartie, ni, à l'inverse, sur un pur principe de générosité unilatérale, sous la forme de la charité. Au contraire, l'histoire nous apprend que les formes d'aide sociale, qui ont satisfait d'une façon toujours fragile, d'une façon qui est toujours en tension, à cette double exigence de protection et de reconnaissance, ce sont celles qui ont su hybrider, mêler, intégrer, comme dans le don lui-même, générosité et réciprocité, inconditionnalité et conditionnalité. Bref, ce sont celles qui ont réussi à donner aux pauvres en les inscrivant dans un espace collectif de réciprocité. Et on pourrait aller un petit peu plus loin. La leçon de l'histoire, si jamais on peut tirer des leçons de l'histoire, c'est celle que je tire et c'est la réflexion à laquelle je vous invite, consisterait à dire que donner aux pauvres n'a de sens que si on ne les considère pas comme des pauvres, ou du moins si on ne les considère pas seulement comme des pauvres, comme ceux qui sont inscrits, enfermés dans une relation asymétrique d'assistance. Pas seulement comme ceux qui ne font que recevoir, mais justement si on les reconnaît comme sujets. Et sujet pour moi, c'est un sens très clair. Être sujet, c'est être sujet de don, être capable de donner. Et justement, c'est l'enjeu. Comment mettre en œuvre des formes de protection sociale qui à la fois manifestent cette générosité inconditionnelle et en même temps ouvrent à des espaces de réciprocité. Permet justement de trouver sa place dans un espace collectif de dons réciproques. C'est un modèle général, un peu abstrait, que j'ai essayé de présenter là. Je voudrais l'étayer à travers 3 exemples, si j'en ai le temps. J'ai à peu près une vingtaine de minutes encore. Oui. Ouais. Je voudrais revenir sur le don charitable, ensuite vous dire quelques mots de ce que j'appellerais le don fraternel, avec le moment vraiment de rupture de la Révolution française, et puis ensuite je voudrais revenir rapidement sur le dispositif des assurances sociales, ce que j'appellerais le don solidaire, comme chaque fois des exemples d'hybridation plus ou moins réussis en quelque sorte, entre ces 2 principes, et je conclurai sur des enjeux plus contemporains autour du RMI ou autour du RSA. Alors, quelques mots sur le don charitable, un petit peu au-delà de ce que j'ai dit vite sur la charité tout à l'heure. Si on veut essayer de comprendre le don charitable à travers la figure de l'aumône, mais pas simplement à travers la figure de l'aumône, je crois qu'il faut faire un travail anthropologique ou historique minimal, c'est-à-dire le replacer dans un certain ordre symbolique qui était celui propre au Moyen-Âge. Comme pour comprendre le don révolutionnaire, il faut l'inscrire dans un ordre symbolique qui a à voir, lui, non plus avec des catégories avant tout religieuses, mais avec des catégories politiques.
Et cet ordre symbolique, l'historien Georges Duby, que vous connaissez sûrement, l'a nommé les 3 ordres de l'imaginaire féodal. Et il le décrit comme un rêve. Le rêve d'une société qui soit, comme Dieu, à la fois une et trine, 1 et 3. Cette société, une et trine, c'est justement le modèle de la maison de Dieu. C'est-à-dire, dans cette maison, les uns prient, le clergé, les autres combattent, la noblesse, et puis les autres travaillent, vous le savez. Donc on a une architecture hiérarchique qui est absolument implacable, dans laquelle chacun, justement, est à sa place, et chacun dépend de tous les autres. Le clergé prie pour ceux qui le défendent et qui les font vivre, les paysans travaillent pour nourrir les nobles, qui combattent pour les protéger, etc. etc. Mais je ne développe pas ce point-là. Mais pour vous dire que la notion de fonction, elle est un peu trompeuse. Duby ne cesse de le souligner. Quelle est pour Duby, l'unité de cette société, elle procède avant tout, nous dit-il, de la réciprocité des dons. On pense les échanges qui s'opèrent entre ces différentes catégories, justement sur le modèle du don. Le clergé doit donner, les paysans doivent donner, etc. La noblesse doit donner, même son sang, etc., pour protéger. Bon. Mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à la question de la pauvreté. Si l'unité de cette maison, elle résulte d'une réciprocité de dons, la question qui se pose, c'est d'où vient l'impulsion générale ? Qu'est-ce qui met en mouvement ce système généralisé de dons entre les hommes ? Eh bien, à l'évidence, dans ce monde profondément chrétien, cette impulsion, elle vient d'en haut, du sommet de l'édifice en quelque sorte. Elle vient d'un don premier, elle vient de ce don inconditionnel, de ce don de Dieu dont procède la grâce. C'est parce que les hommes ont reçu ce don premier, ce don de la grâce, qu'ils pourront à leur tour donner, et par là même accomplir les fonctions qui sont les leurs. Le lien, il est spirituel, me dit Duby. L'esprit chaleureux dont la source est le cœur en fournit l'équivalent symbolique, c'est la charité. Donc la charité, c'est plus que l'aumône. La charité, c'est un modèle du lien social. C'est en ces termes-là que le lien social est pensé, quelles que soient les hiérarchies terribles, insupportables qu'elles le justifient. Bon. Si on se met dans ce cadre-là, et encore un mot, le don charitable offert aux pauvres est à penser dans ce système qui est tout entier régi par le don. Au face-à-face du pauvre et du puissant se substitue une articulation qui est beaucoup plus complexe, dans laquelle c'est l'Église qui va jouer le rôle d'instance médiatrice. C'est elle qui régit, on pourrait dire, le circuit du don. Elle reçoit, vous le savez, les dons des riches pour les redistribuer aux pauvres. Donc elle assure ce rôle de médiation qui est d'une extrême subtilité, dans la mesure où justement ça permet de contourner cette asymétrie radicale entre les pauvres et les riches, entre les pauvres et les puissants. Et non seulement elle résout cette asymétrie évidemment problématique, mais elle résout également une seconde difficulté, celle de la réciprocité. Pourquoi ? La réciprocité, elle est ouverte, mais simplement la question du retour, elle est en quelque sorte déplacée du rapport horizontal entre pauvres et riches au rapport vertical vis-à-vis de Dieu. Alors bien sûr, le donateur reçoit du donataire, le contre-don pourrait dire de la prière ou de l'action de grâce, mais l'obligation de rendre, elle est moins immédiate que différée, elle est imaginaire, on pourrait dire, elle est transcendante. Le seul retour admis, il est de l'ordre du divin. Comme on dit, Dieu vous le rendra. Alors pourquoi j'évoque ce mécanisme-là ? Il ne s'agit pas non plus d'en faire l'éloge, mais d'en comprendre la subtilité. Il est subtil parce qu'il est traversé de tensions, et comme le sont tous les modèles de protection sociale. On peut en effet l'interpréter d'une première façon. Et il y a des moments historiques dans lesquels cette interprétation est évidemment la plus adaptée. On peut l'envisager comme une sorte de gigantesque hypocrisie. On peut l'envisager avant tout comme une gigantesque comptabilité en quelque sorte, dans lequel le pauvre n'a pas de valeur en soi. Le pauvre est un moyen du salut pour les plus riches. Ce qui leur permet d'obtenir le salut, les pauvres sont les portiers du paradis, etc., etc., et en même temps de justifier idéologiquement la richesse et les inégalités. Et donc, il y aurait au cœur de la charité à la fois une mystique, mais plus encore une mystification de la symétrie sociale. Il y aurait même une sorte de contrat, oui, donnant-donnant. Il y a un contrat entre Dieu et les hommes par lequel s'échangent des richesses terrestres, ce qui est donné aux pauvres, et puis le salut céleste. Et donc,
Le don charitable, de ce point de vue-là, il n'est pas très généreux, à l'observer bien plus précisément. Il n'est pas généreux du tout, il est très intéressé. Il n'y a pas de placement meilleur. Vous donnez aux pauvres, vous prêtez à Dieu. Vous prêtez à Dieu pourquoi? Pour accéder au paradis éternel. Vous savez, l'éternité, ça dure longtemps, donc c'est un placement qui est le meilleur placement à faire. Donc on peut le considérer comme ça, bien sûr. Donc il y a une dimension qui tire sur le pôle de l'intérêt, de la réciprocité, du contrat, du donnant-donnant. Mais en même temps, on ne peut pas réduire le don charitable à cela. Le don charitable a d'autres dimensions qui sont très fortes, par exemple au XIIe ou au XIIIe siècle. Je pense évidemment aux ordres mendiants, je pense à ce choix de la pauvreté volontaire, etc., etc. Elle repose au contraire sur une valorisation de la figure du pauvre. Le pauvre, c'est plus que le pauvre, c'est beaucoup plus que le pauvre. Le pauvre, c'est l'image même du Christ souffrant, c'est la réplique du Christ souffrant. Le Christ a vécu parmi les pauvres, il était pauvre lui-même. Donc donner aux pauvres, c'est donner au Christ, c'est aller vers Dieu, justement. Aller à la rencontre des pauvres, c'est aussi rencontrer Dieu. Et donc, dans ce cadre-là, l'aumône apparaît comme un devoir sans limite, sans calcul, sans condition. Il apparaît comme un devoir impérieux, inconditionnel de générosité. Et on peut penser ici à l'image de saint François. Saint François donne tout, parce que le don véritable, c'est un don total. Il donne tout jusqu'à se dépouiller, je ne vais pas le faire, totalement de ses vêtements en plein centre d'Assise. Et puis il donne à tous aussi, il donne aux pauvres, mais il donne aussi aux riches. Il donne aux honnêtes gens, comme il donne également aux voleurs. Vraiment, ce modèle du don, ici, de la charité, comme un geste d'amour inconditionné, au-delà de tout principe d'équivalence. Alors, je ne développe pas davantage ce point-là, mais mon idée, en tous les cas, celle que je voulais souligner, est celle-ci. C'est-à-dire que ce dispositif complexe du don charitable, c'est un mixte, c'est une hybridation de générosité, de réciprocité, de désintéressement, d'intéressement. Tantôt, il bascule totalement dans l'économie du salut, c'est les indulgences, par exemple. Ça va susciter la réforme, etc. etc. Et il y a des moments, au contraire, dans lesquels cette dimension généreuse, inconditionnelle est beaucoup plus forte. Mais en ce sens-là, voilà, c'est cette tension qui le définit. Et cette tension, on peut la retrouver dans d'autres moments, que je ne peux plus évoquer qu'assez rapidement. Deuxième coupe historique plus rapide encore, c'est celle du moment révolutionnaire. Avec la Révolution française, il s'agit d'en finir, bien sûr, avec la charité, de ce qui est absolument insupportable dans cette asymétrie de la relation charitable. Et donc, c'est dans un autre langage que l'on va penser l'aide aux pauvres. Non plus dans ce langage religieux de la charité, mais dans le langage, avant tout, politique, de la fraternité et de la citoyenneté. Renversement fondamental, vous le savez, c'est-à-dire qu'on considère, sous la Révolution française, qu'il y a un droit de l'homme pauvre. À quoi correspond, du côté de la société, vous connaissez ces formules, une dette inviolable et sacrée. La misère, ce n'est pas le tort des individus, nous dit-on, c'est le tort des gouvernants. Donc on a ici un renversement qui est absolument fondamental. Alors comment il va se concrétiser? D'une façon très très ambivalente. À travers cette idée du droit de l'homme pauvre, il y a ce que je renvoie, moi, à ce moment inconditionnel de générosité. Il faut faire quelque chose pour ces citoyens indigents. Robespierre va même proposer de créer une fête du malheur pour fêter la pauvreté et pour, en quelque sorte, apporter l'abondance à nos frères indigents. Enfin bon, il y a toute cette rhétorique-là. Mais le modèle lui-même, vous le savez sûrement, et il a été en partie évoqué tout à l'heure, de cette aide aux pauvres, il se fait dans un double registre. On distingue les indigents invalides, eux pourront bénéficier de secours gratuits, sans contrepartie, et puis les indigents valides, qui vont, eux, avoir comme bénéfice des secours en travaux. Alors ça veut dire quoi, secours en travaux? On se dit secours en travaux, travail obligatoire, je ne dis pas STO, travail d'utilité sociale, c'est une logique répressive. Oui, cette dimension de police de la pauvreté est présente. Mais on ne peut pas réduire ce modèle du don fraternel avant tout à une police de la pauvreté. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment on comprend, on essaye de concevoir cet idéal de fraternité ou de citoyenneté. Car qu'est-ce que c'est qu'être citoyen? C'est justement participer à l'intérêt général. C'est justement pouvoir contribuer au bien commun. Et la fraternité renvoie également à ça, à cette idée de réciprocité.
Et donc pour les révolutionnaires, on le voit dans un certain nombre de débats, ce qui fait problème avec les pauvres, ce n'est pas simplement qu'ils sont indigents, c'est qu'ils ne peuvent donner, ils ne peuvent s'inscrire au sein de la communauté des citoyens. Et donc, c'est afin de les inscrire dans cette communauté des citoyens fondée sur l'égalité, qu'il faut leur donner l'opportunité, en quelque sorte, de contribuer à l'intérêt général ou de contribuer au bien commun. Par exemple, le comité de mendicité qui est créé au lendemain de la Révolution énonce dans l'un de ses rapports « Si celui qui existe a le droit de dire à la société « fais-moi vivre », c'est un droit inconditionnel, d'accord ? Celui qu'on rappellera au moment de discussion du RMI, par exemple. Si celui qui existe a le droit de dire à la société « fais-moi vivre », la société également a le droit de lui répondre « donne-moi ton travail ». Alors, bien sûr, c'est très ambigu. Il y a une logique répressive ici qui est présente. Il y a cette extrême valorisation du travail, mais cette nécessité du travail, elle est pensée en termes politiques, c'est-à-dire en imposant la nécessité du travail. Ce qui est imposé aux pauvres, c'est cette nécessité, nous dit-on, je lis encore des textes de cette époque-là, d'être des citoyens utiles et vertueux. Vous établissez entre eux et la société une réciprocité de devoirs. Et c'est cette réciprocité de devoirs qui, justement, peut faire lien, peut permettre d'inscrire les pauvres dans la communauté des citoyens, à travers cette articulation d'une générosité inconditionnelle, reconnaissance du droit de l'homme pauvre, et ensuite la possibilité de les inscrire dans un espace, justement, de don réciproque. On peut analyser en partie dans les mêmes termes, et je voudrais le faire également rapidement. Autre coupe historique, donc je vais plus d'un siècle plus loin, le système de l'assurance sociale et le système de l'assurance obligatoire. Il est d'une extrême ingéniosité, il est d'une extrême subtilité. L'assurance sociale, ce n'est pas l'assurance privée, vous le savez. Et c'est pour ça qu'il y a du sens à défendre l'assurance sociale et son système de cotisation. Pourquoi ? Parce qu'il repose justement sur la cotisation et sur la cotisation obligatoire. Alors comment on peut essayer, très rapidement, je m'en excuse, d'interpréter, d'un point de vue un petit peu anthropologique, le système des assurances sociales? Je le fais en revenant sur un débat qui a été le débat fondateur en France. C'est le débat sur la première loi sur les retraites ouvrières et paysannes en 1910. Débat d'une qualité incroyable par rapport au débat parlementaire d'aujourd'hui, dans lequel Jean Jaurès va jouer un rôle fondamental. Et pourquoi ? L'argumentaire de Jean Jaurès m'intéresse, parce que Jean Jaurès était un proche de Marcel Mauss, et on pourrait dire qu'il va défendre l'assurance sociale dans les catégories du don. Alors, pourquoi il défend l'assurance sociale, c'est-à-dire l'assurance obligatoire? Eh bien, il la défend comme un troisième principe, comme une troisième voie, alternative à la fois à l'assistance d'un côté et à ce que les libéraux préconisent, c'est-à-dire la prévoyance individuelle. Troisième voie. Pour cela, il faut justifier un principe nouveau, et c'est autour de ça que se cristallisent les controverses. Ce principe nouveau, c'est celui de la cotisation ouvrière. C'est-à-dire quoi? Dans mon modèle, la cotisation ouvrière ou des salariés, c'est l'obligation de donner. On est obligé de donner. D'accord? Ce n'est pas la cotisation facultative, etc. C'est une cotisation obligatoire. Et Jaurès dit, entre l'assurance et l'assistance, même libéralement organisée, il y a un abîme. Alors, quelle est la nature de cet abîme? Eh bien, on retrouve chez Jaurès des choses très très modernes. Il nous dit, l'assistance, quelles qu'en soient les formes, elle n'est que charité déguisée. Elle a toutes les caractéristiques, on pourrait dire, d'un don empoisonné, d'un don qui vous écrase, qui vous humilie. C'est une prestation profondément asymétrique qui soumet le bénéficiaire au bon vouloir de l'administration. Jaurès dit, il faut que le vieillard de 70 ans démontre qu'il est indigent, et son indigence est évaluée arbitrairement par les pouvoirs locaux. Il faut que l'individu quémande, et dans son attitude d'assister, il sent encore sur ses épaules courbées par le travail le poids de la servitude sociale, une sorte de redoublement, en quelque sorte, de la servitude sociale. Dès lors, généraliser l'assistance, comme le proposent certains socialistes, on va faire payer les riches pour généraliser l'assistance. Non, argument tout à fait différent. Généraliser l'assistance, ce serait accroître encore cette dépendance et cette servitude. La France, poursuit Jaurès, est si habituée à ne concevoir le secours aux vieux, aux vaincus de la bataille sociale, que comme une charité bourgeoise faisant suite à la charité chrétienne catholique, qu'il n'est pas mauvais que par le versement de l'ouvrier, la cotisation, sa retraite prenne aux yeux de tous le caractère d'un droit nouveau.
L'argument de Jaurès est celui-ci. Seule la cotisation ouvrière assure à l'assuré un droit absolu, un droit, ce sont ces termes, inconditionnel, qui ne doit à personne, et en même temps qui doit à tout le monde, mais à personne en particulier. Il dit « La classe ouvrière ne veut pas que ses vieux jours, sa faiblesse ne soit livrée. Je ne dirais pas seulement à la misère, mais aussi à l'injure de l'assistance. » D'où la justification de la cotisation, parce que par sa cotisation, le travailleur s'ouvre lui-même son droit. Par l'assurance, le travailleur, nous dit Jaurès, ne reçoit pas seulement un secours matériel de l'argent, il reçoit un secours de dignité morale, de reconnaissance dans les termes que j'ai employés. Et donc, dans ces termes-là, le dispositif de l'assurance, il ne garantit pas seulement au travailleur son bien-être, la sécurité de ses vieux jours, il garantit aussi et avant tout son indépendance, sa dignité personnelle. On pourrait dire ainsi que par la cotisation ouvrière, par cette possibilité de donner, le travailleur pourra relever le front. La vieillesse sera fière, souligne Jaurès. C'est ça sa question. Comment faire en sorte que la vieillesse devienne fière et ne soit plus simplement déclin ou décrépitude. Alors vous me direz, et j'en termine, s'il en restait là, sa critique féroce de l'assistance ne serait pas très différente du plaidoyer libéral pour l'épargne, pour la prévoyance volontaire. Non, l'intérêt de l'argumentation de Jaurès, c'est qu'il ne défend pas seulement le principe de la cotisation, mais de la cotisation obligatoire. Et ça, c'est fondamental, parce que cette cotisation obligatoire fait que c'est l'obligation de donner qui va créer solidairement et pour tous le droit. Et en même temps, c'est l'obligation de donner qui va fonder la liberté. C'est une obligation qui fonde une liberté. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui d'évoquer. Alors, je reprends l'argument, mais très très vite. Il s'agit pour lui de partir du principe de la mutualité, de la mutualisation, pour essayer de la généraliser. Et comment peut-on la généraliser, sinon par l'obligation? L'assurance ouvrière sera obligatoire ou ne sera pas. Chacun doit donc s'obliger, et parce que tous doivent cotiser, alors tous pourront recevoir. C'est donc bien le don de chacun pour tous et de tous pour chacun qui institue solidairement ce trésor de guerre, en quelque sorte, cette propriété commune, ce qu'on appelle la propriété sociale à cette époque-là, où chacun sera en droit de puiser lorsque le risque, ici, la vieillesse, advient. Donc, l'engendrement de ce droit, il est collectif. Il suppose et il repose sur cette réciprocité de dons obligatoires. Et en même temps, si c'est l'obligation qui fonde le droit, elle fonde aussi la liberté de l'assuré. Et je trouve ça très intéressant, bien sûr, aujourd'hui. L'enjeu des retraites, ce n'est pas simplement de faire payer les riches. Non. La liberté, la dignité priment sur les impératifs de justice et de répartition sociale. C'est ainsi, et justement, par la cotisation, que le travailleur, qui est à la fois, vous voyez, donateur, celui qui donne, et donateur, celui qui reçoit, il pourra affirmer son égale dignité, il pourra échapper à l'humiliation et à la servitude de l'assistance. On retrouve ce caractère hybride que j'avais évoqué tout à l'heure et sur lequel je ne reviens pas. Quelques mots de conclusion dans les 5 minutes qui me restent. J'ai essayé de vous proposer comme ça, en si peu de temps, un regard sur des moments de la protection sociale à travers le modèle du don. Il faudrait bien sûr être beaucoup plus précis et surtout, expérience pionnière, il n'aurait jamais pu fonctionner sans une commune reconnaissance d'une égalité de principe de tous face aux aléas de la vie. Et ce principe de justice inconditionnelle, ce n'est pas indifférent qu'il ait été si vif au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui a permis justement cette révolution qu'a constituée l'institution de la sécurité sociale. Et si on va aller au-delà, le RMI, sous bien des aspects, la création du RMI, à son origine, elle prolonge cet esprit du don, dans un contexte qui est celui de la grande pauvreté, du chômage de longue durée, de ce qu'on appelle alors l'exclusion. Mais le dispositif est passionnant par rapport au modèle que je vous propose. Voilà, il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet de l'assurance et de l'assistance. Il faut créer autre chose. Cette autre chose, eh bien, s'opère justement à travers cette double logique. Affirmation, tout d'abord, d'un droit inconditionnel, et c'est nouveau, à un revenu minimum, avec référence dans les débats à la Révolution française, etc. Il faut revenir au pacte social, etc. Et le droit premier, c'est celui-là. Et ça ne se discute pas.
D'accord ? Ça ne se mérite pas de ne pas crever de faim. D'accord ? Ça ne se discute pas. D'un côté, droit inconditionnel à un revenu minimum, pôle de la générosité, et en même temps, logique de réciprocité. C'est le fameux contrat d'insertion qui, et on l'oublie avec le RSA, repose sur un double engagement. Bien sûr, engagement du bénéficiaire, mais aussi engagement de la société pour mettre en œuvre ces parcours d'insertion. Mais en même temps, si on travaille un peu sur l'histoire du RMI, on retrouve cette tension, et on le voit bien, comment l'affirmation de ce droit inconditionnel à un revenu minimum s'est vue progressivement débordée par la logique du contrat, s'est vue débordée par cette logique d'un donnant-donnant, par laquelle s'est intensifiée l'exigence de contrepartie au revenu perçu. L'interprétation, dans le terme du workfare, s'est opérée assez tôt. Et on pourrait dire que le RSA prolonge en quelque sorte cette pente-là, mais avec une même ambiguïté. Sous certains aspects, le RSA, c'est une sorte d'allocation universelle. Pas totalement universelle, mais c'est une forme de revenu inconditionnel, ouvert, pas simplement pour ceux qui sont éloignés du travail, mais même pour ceux qui travaillent, avec le principe de cumul, etc., etc. Donc on est assuré en France, que l'on travaille ou qu'on ne travaille pas, de pouvoir disposer, sur le papier du moins, d'un certain revenu. Mais en même temps, ça a été bien rappelé tout à l'heure, la philosophie implicite du RSA, s'il y a ce premier élément qui est présent, le second élément, on le voit bien, c'est qu'il s'agit d'un droit non plus de protection, welfare, c'est avant tout un droit incitatif. Et incitatif à quoi ? Incitatif au retour à l'activité. L'accent est mis systématiquement sur l'activité ou sur les fameux freins au retour à l'activité. Elle vient institutionnaliser la figure du travailleur pauvre. Donc on retrouve ici ces éléments-là. Je conclus vraiment en 2 minutes. Ce qui est inquiétant, surtout lorsque l'on chausse justement la lunette du don, c'est de voir en quoi on assiste à une dégradation utilitaire de la protection sociale, qui s'accompagne inévitablement d'une méfiance à l'égard de la figure du pauvre. Dans toutes les réformes faites ou à faire, vous voyez bien comment les choses s'opèrent. On fait les comptes, on essaie de se demander, mais à qui profite le crime en quelque sorte ? À qui profite la protection sociale ? On stigmatise celui qui reçoit sans donner, on exige de lui des contreparties, voilà, on va imposer un travail obligatoire de quelques heures aux bénéficiaires de minima sociaux. Tout cela manifeste en quelque sorte une crise du don, c'est-à-dire une difficulté en quelque sorte, à inscrire la relation aux pauvres dans un ordre symbolique qui soit, peu importe pour moi, religieux, moral, politique, mais qui va au-delà de la stricte exigence comptable du donnant-donnant. Et dans ce contexte-là, effectivement, oui, le don fait scandale. Le don est considéré comme ce qui profite à certains au détriment d'autres. Mais voyez bien la transformation que cela met en jeu. On peut, oui, la rapporter à ce qu'on nomme le néolibéralisme, avec cette idée que la vie commune, la citoyenneté, doit reposer en quelque sorte sur une arithmétique, sur une comptabilité. Les obligations de la collectivité envers chacun sont la contrepartie de l'implication de ceux-ci. Et donc que la citoyenneté ou la justice, c'est une affaire de droits et d'obligations, de calcul entre des droits et des obligations. Elle est affaire de contrat, elle est presque affaire de marchandage. Et on le voit même d'ailleurs pour obtenir la nationalité. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui marchander ? Moi, il me semble, et c'est vraiment mon dernier mot, que la citoyenneté est étrangère, doit être étrangère au registre du donnant-donnant. La citoyenneté, elle ne se monnaie pas. Elle doit être d'abord, en premier lieu, inconditionnellement reconnue, afin que justement l'individu, une fois reconnu dans son autonomie, puisse en retour agir en citoyen et contribuer à sa façon, diversement, au bien commun. C'est le sens du pari du don, je crois que c'est le sens même du pari de la démocratie, et je crois que sans ce pari, on ne peut pas faire société, et sans ce pari, on ne peut pas faire république. Je vous remercie.